suis Diane Rioux, animatrice curieuse, investisseuse et également ange immobilier. Bienvenue dans Deal et Confidence. Cette semaine, je m'entretiens avec Patrick Henner, qui est investisseur immobilier depuis 8 ans, un touche-à-tout. Il nous parle d'un projet de flip sur une maison unifamiliale à Laval, dont l'achat a dû être retardé pour faire homologuer un mandat en cas d'inaptitude. Donc, on s'est retrouvé avec un vendeur motivé, mais qui n'était pas vraiment le propriétaire. Évidemment, ça a occasionné beaucoup de délais, plus d'intervenants dans le dossier aussi. Et donc, Patrick nous parle de l'importance de la communication et de l'empathie dans ce dossier très particulier. Alors, bonjour Patrick Henner, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Patrick est investisseur immobilier, touche-à-tout. Patrick, tu voulais nous parler aujourd'hui très gentiment, merci d'avoir accepté l'invitation, de deal que vous avez réalisé, toi et des partenaires à Laval, une maison unifamiliale. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce deal-là. Oui, bien écoutez, ça se trouve être un deal qu'on a trouvé en utilisant le logiciel Mon Prospecteur. Je travaille présentement pratiquement exclusivement avec le logiciel. On trouve vraiment toute l'information qu'on a besoin pour pouvoir aller faire notre prospection à l'intérieur. Donc, après avoir fait une première visite, première des choses, c'est important pour nous à clarifier que plusieurs différentes façons ont été tentées pour pouvoir aller chercher une clientèle. Et vraiment, le porte-à-porte, c'est ce qui fonctionne le mieux. OK. Je pense que ce n'est pas la première fois que c'est mentionné au niveau des investissements qui ont été faits ou les personnes qui ont donné leurs choses dans le passé. Donc, c'est le cas pour nous aussi. Donc, il y a eu une première approche. On a laissé, la personne n'était pas là, on a laissé une note écrite à la main disant qu'on était au courant de leur situation et qu'on avait des solutions pour eux de communiquer avec nous là, de cette façon. Vous vous présentez comment? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vous dites que vous êtes investisseur immobilier ou vous dites Pas nécessairement sur la note. Sur la note, on mentionne juste notre nom. On mentionne la banque avec qui le préavis a été émis afin de montrer qu'on est bien au courant du dossier et de nous rappeler qu'on a des solutions pour les aider avec leur dossier. OK. OK. Puis, parle-moi de ta prospection. On a passé rapidement. Toi, tu te fais des alertes pour un certain secteur. Tu positionnes sur la carte les endroits où tu aimerais retrouver des deals. Et ensuite, tu reçois combien de propriétés en moyenne? Tu analyses combien de propriétés avant d'en trouver une? Ce point-là, je pense qu'il est assez important. On prend une fonction dans MP qui est l'analyse financière. Mm-hmm. Avec l'analyse financière qui permet d'éviter de passer beaucoup de temps à analyser des dossiers que, rendu au bout de la ligne, même si on négocie avec le client, il n'y a pas assez de place, la dette est trop haute par rapport à l'équité sur l'immeuble. Okay. Donc, on va travailler avec la fonction d'analyse financière jusqu'à la fonction indique RPV. Donc, RPV, c'est pour ratio prêt-valeur. On va se situer à peu près à 70 %. On sait qu'à 70 % quand on rentre ces barèmes-là dans le filtreur, ça va nous amener des immeubles que peut-être des fois le client va être capable de repayer sa banque et il lui reste encore de l'argent après qu'on ait fini de négocier avec lui. Puis je pense que c'est important que les transactions soient gagnantes-gagnantes, autant pour l'investisseur que pour le client, tout simplement, de ce côté-là. OK. Dans toi, évidemment, tu as le forfait pro qui te permet d'avoir cette fonction-là d'analyse. Oui. On peut l'avoir aussi, non, c'est ça, juste dans le forfait pro. Et quelles autres fonctionnalités qui sont intéressantes pour toi dans mon prospecteur? Les notes, c'est très important, les notes, parce que une des raisons du succès dans ce style d'achat-là, c'est les suivis.
faut pas se leurrer, ça va pas arriver. C'est pas une communication puis ça va fonctionner. C'est très rare que ça fonctionne comme ça. Souvent, les clients, le temps qu'ils réalisent dans quelle situation qu'ils sont et ils décident de faire un move, ben il faut qu'ils se font tenir la main, là. Donc, on doit vraiment revenir. Puis, est-ce que tu es rendu dans tes démarches? As-tu trouvé une solution? On est encore là. Je veux juste te faire penser qu'on peut toujours t'aider dans ton dossier. Donc, la fonction note, on peut voir les notes quand elle a été mise, le jour, la date, et se mettre un rappel surtout pour faire nos suivis là, pour chacun des dossiers. OK. Justement, tu parles de suivi. Pour le deal que tu as réalisé à Laval, la maison unifamiliale, combien tu estimes avoir fait de suivi? Pour ce dossier-là, ça a été relativement assez rapide. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 suivis seulement. Donc, on a laissé une première fois, il y avait personne à la maison. Non, c'est pas vrai, je pense, excusez. La mère était là dans le dossier, donc la personne qui était propriétaire de l'immeuble me disait que c'était son fils qui s'occupait de ces choses. Donc, on a laissé la carte d'affaires et on n'a pas eu de rappel de suite. Donc, j'ai cédulé un retour sur place 2 semaines après. J'allais reporter un autre document sur la porte. Puis, l'Office avait reçu déjà beaucoup de lettres et d'informations différentes. On n'était pas les premiers, c'est pas parce qu'on était les premiers, mais on était les seuls qui savaient déplacer puis qu'eux avaient comme un lien de confiance là, qui pouvait s'établir avec une personne qui se déplaçait sur place. OK. De ce côté-là. Fait qu'il y a eu 3 connexions là, avant de pouvoir s'asseoir et signer l'offre d'achat. Donc, deux suivis papier et présence. Une visite sur place après avec une rencontre avec le fils qui était en charge. Là, Qu'est-ce que tu dis à cette rencontre-là? Tu apportes déjà une promesse d'achat? Tu apportes des tableaux Excel? Comment tu approches? La façon qu'on fonctionne souvent, c'est que quand on va rencontrer le client et on sait que le client il a peut-être une prédisposition à faire la vente de la maison, on va aller travailler avec un agent d'immeuble. Nous, on a certains accès parce qu'on a dans l'équipe, on a des agents d'immeuble avec nous, mais sinon, il faut absolument que vous travaillez avec des gens qui ont déjà leur licence et qui ont accès à avoir qu'est-ce qu'on appelle les immeubles vendus. Donc, pour un secteur donné. Les comparables pour les immeubles vendus, exactement. Donc, à partir de là, on sait exactement, selon l'immeuble, la grosseur, il reste à vérifier à l'intérieur si ça représente les comparables vendus. Mais ça nous aide à savoir c'est quoi le prix qui s'est vendu les derniers immeubles qui sont l'équivalent. Et à partir de là, on peut tout simplement arriver et faire une offre là, basée sur qu'est-ce qu'on sait, le montant qui devrait se vendre. À un juste prix pour les deux. Oui, exactement. Ouais. Et comment tu juges que c'est un bon deal gagnant-gagnant? OK. À ce moment-là, qu'est-ce que nous, ça va être important de faire, c'est d'établir le montant qu'on peut offrir basé sur plusieurs choses. Donc, la première qu'on a déjà discutée, c'est les comparables. Ensuite, on va rajouter le prix d'achat, donc le montant qu'on est prêt à donner pour l'immeuble, plus les coûts d'achat. Donc, le notaire, les frais de mutation sont des coûts d'achat de départ. Ensuite, on va avoir les rénovations. Donc, avec les années, on a eu l'expérience de pouvoir rentrer dans un immeuble et pouvoir évaluer tout simplement quels seraient les coûts moyens selon qu'est-ce qu'on voit là, sur place. Donc, ça aussi, c'est rentré dans nos calculs. Par après, il y a bien sûr les coûts de possession. Il faut penser, votre immeuble, oui, vous l'avez acheté, tout le monde veut la vendre en dedans d'un ou 2 mois maximum, mais la réalité des choses, c'est qu'il peut y avoir différentes situations qui font que la possession va durer plus longtemps.
Fait que juste mettre dans vos calculs, vous assurez de calculer au moins une possession de 6 mois. Donc, les possessions, c'est vos frais. Si vous êtes avec un prêteur privé, l'électricité, donc il y a plusieurs dépenses là, à penser là, de ce côté-là. Ensuite, bien sûr, bien, vous avez vos coûts de vente. Donc, est-ce que vous allez utiliser un agent pour vendre votre immeuble? Ensuite, il va y avoir la radiation du prêt que vous avez fait. Donc, il y a plusieurs. Quand on met toutes ces choses-là ensemble, on peut arriver avec un prix maximum qu'on est prêt à donner et on se donne un peu de jus là, pour pouvoir négocier également. Donc, souvent, notre approche avec le client, c'est de faire comprendre que notre offre va refléter environ entre 70 à 80 de la valeur marchande. Okay. Après, en lui montrant toutes les dépenses, on peut lui faire comprendre, ben, regarde, c'est pas parce que nous, on va arriver qu'on fait 100 000 sur ton dos ou quoi que ce soit. Regarde toutes les dépenses qu'on a à traiter pour pouvoir acquérir ton immeuble. Puis, oui, on prend le risque de la revente après. Donc, il y a un minimum de profit qui est en place pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. OK. Dans ce cas-là, comment ça s'est passé, les négociations? Ça s'est quand même passé assez bien parce qu'on était dans une situation où la mère commençait à être un peu malade, ne peut pas prendre soin de la maison. Son fils travaille tout le temps, il a le fardeau de s'occuper de sa mère, de la maison, ne veut pas s'occuper de ces tâches-là. Donc, c'était des clients qui étaient motivés à faire la vente de ce côté-là. Donc, c'est évident que si vous tombez sur un client qui est très attaché à la maison, mais qui a un côté émotif, c'est plus complexe. Il faut y aller avec des gants blancs dans ce temps-là. Mais dans notre situation de cette transaction-là, le client, on l'a soulagé. Il était comme juste content qu'on peut s'occuper de ce problème-là pour lui, tout simplement. OK. Bien, c'est bon à savoir parce que beaucoup d'investisseurs, des fois, ils vont pas passer à l'action parce qu'ils ont peur d'arriver avec leurs gros sabots. Mais non, mais si on apporte des solutions, ça peut être intéressant. Puis c'est bien que tu en fasses mention. Effectivement, première chose qu'il faut penser, il ne faut pas arriver rentrer chez les gens puis dire ben regarde, je sais que tu n'es pas bien financièrement, moi, je m'en t'acheter, m'en régler ça. Non, il faut avoir de l'empathie, il faut comprendre, il faut s'asseoir avec le client, puis essayer vraiment de trouver une solution pour lui qui soit gagnant pour vous et gagnant pour le client. Si vous êtes rentré, vous essayez juste d'être investisseur froid et pas être compréhensible de la situation, le taux de réussite est beaucoup moins important qu'avoir une empathie pour le client avec sa situation. OK. La maison de Laval, est-ce que vous l'avez fait évaluer avant de signer l'achat? Non, c'est vraiment basé sur les comparables. Une évaluation, je dirais que c'est plus important à aller chercher si vous n'avez pas de comparables qui sont assez récents ou que les comparables qui sortent sont trop différents de votre immeuble. Donc, plus de chambres ou moins de chambres de façon importante. Les chambres, une ou à l'étage principal, deux au sous-sol. Ça peut être des choses, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher les comparables, ça serait peut-être une bonne chose d'aller chercher un avis d'un expert de ce côté-là. Mais en général, quand vous travaillez avec un agent immobilier et qui a une bonne expérience, peut vous arriver avec l'évaluation correcte. Là, sur les bons comparables. Alors, est-ce que vous avez fait inspecter la maison par un inspecteur? Bon, OK. Il faut prendre en considération que les partenaires avec qui je travaille, c'est des gens qui en ont fait plusieurs, au-dessus de 200. Des flips? Des oui, transactions? plusieurs flips. Donc, j'ai également beaucoup d'expérience dans le domaine. On va aller chercher les points qui seraient plus dispendieux, qui est visible, qui serait à même titre qu'un inspecteur là, de ce côté-là. Donc, on va vérifier les fondations, le toit, les fenêtres. Bon, rapidement, on a un checklist là, qu'on fait. Là, Okay. Fait que, oui, on est structuré. Là, on ne fait pas ça à la sauvette. Là. Mais pour les gens qui commencent ou qui sont moins sûrs,
je mettrais une inspection là, dans les clauses d'achat tout simplement. C'est des choses qui sont de base. Donc, vous assurez que les coûts qui seraient plus importants à votre projet soient bien couverts, qu'il n'y ait pas des défauts là, majeurs. Là, OK. Dans votre cas, vous agissez comme les inspecteurs, vous prenez en charge de vous-même risquer de ne pas faire d'inspection avec un inspecteur parce que vous avez l'expérience. Bien, c'est un point. Le deuxième point principal, c'est qu'il faut se rappeler qu'on travaille avec des gens qui ont reçu des préavis de 60 jours. La plupart de ces gens-là, une fois la transaction faite, il ne leur reste pas beaucoup d'argent. Et advenant qu'il y ait un problème avec l'immeuble majeur, il ne faut pas penser qu'on va être capable d'aller chercher Compensation. un défaut de compensation pour les défauts de l'immeuble. Donc, on n'est pas en la même situation qu'acheter un immeuble d'une personne qui a un travail, qu'elle vend son immeuble pour aller habiter un autre immeuble. On n'est pas du tout dans le même scénario. Donc, vous avez déjà quelqu'un qui va avoir probablement beaucoup de difficultés à vous repayer si un vice caché est retrouvé par après. Donc, c'est sûr que mis dans ce contexte-là, c'est moins important, là, je dirais, là, d'aller chercher un inspecteur, mais je me réitère encore, si vous êtes dans vos débuts, ne faites pas ça. Exact. Exact. De vous ramasser avec un immeuble qui est avec des problèmes majeurs. OK. Patrick, on a une super belle résidence. Ça s'est bien passé, les négociations. Tout le monde est content du prix. Vous avez un projet de flip. C'était ça le projet. Comment ça s'est passé au niveau du financement? Êtes-vous arrivé dans vos objectifs? Mais comme j'ai dit, au niveau du financement, on est allé avec un privé. OK. Donc, ce privé-là, à départ, dans le projet, c'est un prêteur qu'on appellerait silencieux, donc qui est là juste pour investir les sous. Nous, on gère le projet. Et vous remboursez monsieur le prêteur à la fin. Exactement, à la fin du projet. Ce n'est pas tous les prêteurs privés qui sont comme ça. C'est d'ailleurs parce qu'il y a des parts dans le projet qui acceptent bien qu'on te paye à la fin. Là, habituellement, un prêteur privé va vous demander de payer ses intérêts de façon mensuelle. Et à la fin, il n'y a pas de... Normalement, s'il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de montant à la fin là, qui est déboursé au prêteur. OK. Donc, vous avez, est-ce qu'il y a eu des surprises au moment où vous avez fait votre flip? Est-ce que c'était seulement du maquillage? Est-ce qu'il y avait des grosses rénovations à faire? C'est quoi votre projet? Non, j'ai décidé de vous parler d'un des projets qui est encore en cours en ce moment. Okay. Simplement parce que je voulais apporter des points qui peuvent être un peu spéciaux dans ce dossier-là. Le fils qui avait le mandat d'inaptitude c'est lui qui devait être capable de signer pour la vente. Sa mère est tombée en inapte. Donc, ça nous a créé des situations additionnelles où ce que la procuration générale pour le mandat d'inaptitude n'était plus nécessaire. Pas qu'il n'était plus valide, mais il fallait qu'il soit homologué. Donc, quand on parle des fois de faire le due diligence, c'est beau, on regarde, on s'assure que le mandat d'inaptitude permet à monsieur de signer pour sa mère. Par contre, il faut savoir qu'il peut y avoir des délais advenant où on a une situation où seulement madame est tombée inapte. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore signé chez le notaire. Mais j'avais choisi ce projet-là pour vous dire, écoutez, faites attention, assurez-vous que vous avez toutes les cartes en main et surtout vous rappelez que la communication, c'est la partie la plus importante. Donc, nous, on est en contrôle du projet totalement présentement. Pourquoi? Parce qu'on garde une communication constante, que ce soit avec l'avocat de la banque, que ce soit avec le notaire du client,
que ce soit avec notre notaire, pour s'assurer qu'on arrive tous à une date qui a été modifiée, mais que à ce moment-là, où le notaire de la cliente va avoir tous les documents pour pouvoir autoriser la vente. Autrement, la vente aurait été bloquée chez le notaire quand on aurait été pour signer. Le notaire a dit « OK, bien madame, oui, elle a donné son autorisation, mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on peut lui parler pour s'assurer que c'est autorisé? » Ça n'aurait pas pu se faire, ça aurait été bloqué à ce moment-là. OK. Donc, c'est important de garder un suivi avec toutes les parties là, à ce moment-là. Puis ça, est-ce que ça vous a occasionné des coûts supplémentaires dans votre projet? Tu parles de délai de prolongement. Normalement, en flip, on n'en veut pas. Ben non, c'est plate à dire, mais c'est plus au niveau pour le client que ça lui occasionne des coûts additionnels parce que faire homologuer le mandat d'inaptitude, c'est tous des frais qui est relié avec le client. Nous, le prêt n'est pas commencé encore, fait que les intérêts n'ont pas commencé à rouler. On n'a pas gelé une date chez le notaire nécessairement, donc pas de frais de cancellation professionnels au niveau du notaire non plus. Donc non, nous, la seule chose que ça nous permet, c'est de pousser un peu plus tard la transaction. Il faut se rappeler que ça va nous donner probablement au niveau du mois de novembre. On va pouvoir faire les petits créneaux qu'on a prévus de décembre, donc être prêt pour le blitz là, à partir de mi-janvier. Pour ceux qui sont plus au courant, bien, le marché immobilier a des regains et des bases de vitalité. Puis, début janvier, commence à être des gens qui recommencent à magasiner pour leur maison, pour leur future maison. OK. Donc, vous, votre stratégie, ça a vraiment été de se fier sur la vigueur qui va reprendre au mois de janvier pour dire, OK, c'est pas un mal, c'est un mal pour un bien, là, on va dire. Effectivement, c'est un changement de situation, il faut s'adapter. Puis on a regardé c'est quoi les bons côtés pour nous dans cette situation-là. Puis c'était un point qui était positif pour nous. Bonne stratégie. Et dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de ce deal-là? Qu'est-ce que tu referais de pareil ou de différent? Mon Dieu, qu'est-ce que je retiens? Je retiens vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que c'était important de garder la bonne communication entre toutes les parties. Ça ne nous est pas arrivé auparavant d'avoir à gérer cette partie-là, mais quand tout le monde est de bonne foi, je vous donne un exemple. Si on ne communique pas avec l'avocat de la banque, puis qu'on lui avait donné une date de notaire, puis que ça n'a pas lieu, on n'est plus pris au sérieux après, puis ça peut continuer les démarches, puis tout simplement envoyer ça en procès pour récupérer l'immeuble, ce qui, là, pourrait nous occasionner des frais pour essayer de récupérer notre offre d'achat qui avait été signée. C'est ça qu'on a appris, là. C'est vraiment de continuer à faire une bonne communication entre toutes les parties. OK. Et dis-moi une citation qui t'inspire dans ton milieu immobilier. OK. On a, dans notre groupe, souvent, on va changer, on a un Facebook qu'on partage, puis on va changer la citation une fois de temps en temps. J'aime bien la dernière qu'on a mis sur place. C'est « Le succès est une chose que tu attires en étant la personne que tu deviens. » Donc, tes actes que tu portes vont t'apporter vers le succès si tu portes des actes concrets là, dans ton travail, tout simplement. Excellent! Oui. On aime ça comme ça, Patrick. Merci beaucoup de ta générosité. Ça fait plaisir. D'avoir pris le temps de nous parler de ce deal à Laval sur une unifamiliale, un beau flip qui est en cours de route. Parfait, merci beaucoup. Merci, bye. Au revoir. Alors, heureusement, tout est bien qui finit bien dans ce dossier très particulier, cette situation délicate dans laquelle la communication a été vraiment cruciale pour gérer le dossier avec succès. Donc, la morale de cette histoire, ne jamais se décourager et être à l'écoute, faire preuve d'empathie auprès des vendeurs ou auprès de nos prospects. D'ailleurs, mon prospecteur vous offre
dans son guide ultime de la prospection, tout un chapitre sur la communication avec les vendeurs. Donc, si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le lien au bas de l'image et le e-book gratuit est à vous. Vous pourrez consulter et aller voir tout ce chapitre sur la communication. Alors, d'ici là, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à bientôt.